d'engagement, de constance au service des droits humains n'est pas surfaite. Mais ce que nous mettrons aujourd'hui en lumière, c'est qu'avant cette vie-là, c'est un homme de lettres, un enseignant. Et c'est à ce titre-là qu'il va nous dire quelques mots suite à sa lecture de ce livre. Si je devais faire un commentaire liminaire pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est de vous dire que dans la préface de ce livre, Cheikh Hamidou Kane, un autre monument de la littérature africaine d'expression française, a dès le départ élevé la barre très haute en mettant le livre de Tonton Diawa au confluent de son livre L'aventure ambiguë et du livre de notre consoeur Rahmatou Sow, Rahmatou Seck Mbaye Ferko. C'est dire que la barre est déjà très haute pour ce livre. Nous allons, au cours de nos discussions, aller au fond. Pour l'heure, et avant d'aller plus loin, nous allons donner au maître des séances, le docteur Diallo, qui a eu la grande sagacité d'installer cette maison L'Harmattan au Sénégal, et qui permet à beaucoup de talents de s'exprimer désormais sans avoir besoin d'expatrier leur talent. Docteur Diallo, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les membres de la famille de Mame Diawar Kane, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue chez vous, bien évidemment. Vous êtes tous ici chez vous à l'Harmattan. Ceci dit, je voudrais quand même faire l'aveu. Vous avez parlé de sagacité, M. Owen, dire que je viens de mettre un visage sur le nom de Mame Diawar Kane. Je ne l'ai jamais vu, je viens de le voir. Et la petite histoire, je l'ai salué tout de suite sans savoir que c'était lui. On a fabriqué le livre, lui, si je ne m'abuse, outre Rosso, et nous ici. Mame Diawar mi salminima encore une fois, et puis c'est un plaisir. Mais dire aussi l'importance des relations humaines et personnelles. J'ai fréquenté les mêmes espaces avec un de ses enfants, Kane Mbauto, sans savoir que c'était lui aussi. J'étais très étonné en me garant tout de suite, quand Kao Abda, je reviendrai sur lui tout à l'heure, m'a présenté Kane comme le fils de Mame Diawar. Pour vous dire que les relations humaines ont ceci d'extraordinaire qu'il faut toujours savoir les gérer comme il se doit. Ceci dit, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même dire un merci, un grand merci. Et là, je vais demander quand même à ce que vous l'applaudissiez, Kao Abda, sans qui on n'aurait jamais eu ce livre. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas vu, je viens de voir Mame Diawar, mais tout le manuscrit a été amené, a été traité et j'ai coordonné, mes services ont travaillé avec Kao Abda, comme je l'appelle. Merci, tonton Abda, pour... En fait, la sagacité, c'est à lui, monsieur le ministre, qu'on le doit. Il a fait tout le travail et je voudrais quand même, de son poste au Codestria, dire tout l'appui qu'il a été pour nous dans le cadre de ce travail et puis dans le cadre du travail que nous faisons en général ici à l'Harmattan Sénégal. Et je vais en profiter, pourquoi? Parce que le livre que nous lançons aujourd'hui, Le Sentier sinueux, s'inscrit dans cette perspective que nous avons eu à ouvrir pour mettre en exergue et mettre la lumière sur ceux qui en réalité sont les modèles de notre pays. On chante partout la capacité du Sénégal à transcender un certain nombre de conflits. Ce n'est pas le président Alioune Tine qui me démentira.
On parle du Sénégal comme un modèle, disons pas plus abouti, mais en tout cas un modèle abouti d'une démocratie stable. Nous devons cela à un certain nombre de personnes de notre pays qui ont consacré leur vie à cette stabilité. Et le livre de Doyen Diawar Kane s'inscrit dans le cadre de cette collection Mémoire et biographie que nous avons eu à lancer depuis maintenant une dizaine d'années et qui porte ses fruits. Dans cette collection, nous avons déjà eu à publier plusieurs travaux, notamment le général Mamadou Niang pour ne le citer, mais surtout une excellente étude, et c'est l'occasion qu'il m'est donné de rendre un hommage mérité à feu le professeur Abdoul Sow, qui a consacré un travail monumental sur Ibrahima Seydou Ndaw de Kaolack. Le professeur Abdoul Kane nous a quittés il y a... Abdoul Sow nous a quittés il y a 2 mois de cela, et il a consacré dans cette collection la biographie sur Ibrahima Seydou Ndaw, mais aussi et surtout la biographie du premier capitaine noir, le capitaine Mamadou Racine Sy. Et en cela, quand même, je voudrais que vous l'associez à vos prières. C'était un homme d'une très grande valeur et d'une très grande rigueur pour notre pays. Je voudrais saluer l'arrivée de tonton Ibrahima. Venez votre place là, c'est bien. C'est bien. Monsieur le ministre ancien ministre de l'Éducation, avec qui aussi j'ai beaucoup travaillé pour la sortie des mémoires du général Mamadou Niang. Bismillah, c'est bien. Et en profiter pour inciter ceux qui n'ont pas encore eu cette initiative de coucher sur écrit leur mémoire, de le faire. Pourquoi? Parce que moi je suis historien, enseignant au département d'histoire. Vous voyez les mémoires parcellaires que chacun d'entre nous détient par devers lui, mises ensemble, constituent la mémoire collective et la mémoire nationale. Je parle sous le contrôle de mon maître, le professeur Babacar Fall, ici présent. Et je commence à être très long, je voudrais juste vous dire tout le plaisir qui est le mien de me retrouver ici avec vous cette matinée pour lancer ce livre, Le Sentier sinueux de Mame Diawar Kane, avec l'espoir que cette cérémonie de dédicace, bien évidemment, va faire naître d'autres manuscrits et peut-être que sous peu, nous nous retrouverons ici pour parler d'autres livres. Et je terminerai par saluer encore une fois le président Alioune Tine pour tout le travail qu'il est en train de faire, et aussi saluer mon grand frère, le ministre Abdou Aziz Sow, qui est là toujours fondu dans la masse, et puis vous dire bienvenue chez vos grands frères. Et merci à toutes et à tous, et encore une fois, merci Carole. C'est toi. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, docteur Diallo. Si je devais saluer une par une les personnalités transcendantes qui sont devant moi, on y aurait passé la matinée, tellement l'auditoire est de grande, très grande qualité. Vous avez salué avec beaucoup de bonheur l'arrivée de notre père Ibrahima Niang, qui pour moi est important à plusieurs titres. J'aurais voulu saluer mon grand frère El Hadj Amadou Wade, neveu de mon grand-père, qui se trouverait donc par là devenir mon oncle, par cette alchimie des relations compliquées. Conseiller spécial du président de la République, que je salue. La plupart des personnalités ici nous sont chères. Mon cher Alioune, à toi de t'engager dans le sentier sinueux. Je voudrais tout d'abord saluer très chaleureusement chacune et chacun d'entre vous, et tout particulièrement mon vieil ami Diawar, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Quand je le rencontrais, c'était pendant la crise très dure. Quand beaucoup de nos amis et parents ont été déportés ici. Le ciel, c'était un tout petit peu la radio à l'époque aussi. Salut aussi un homme de lettres. On l'oublie,
parce que nous faisons partie de la génération qui ont créé le prix du président de la République pour les lettres du temps de K. On l'oublie souvent. Et lui avait un prix, je me rappelle bien, Amaury. C'est un grand écrivain. Et chaque jour, on le lit avec énormément de plaisir. Il aménage beaucoup le plaisir du lecteur. Merci beaucoup. Et surtout remercier Abda. D'ailleurs, sans Abda, peut-être je ne serais pas là. Hein. Il n'y a que Abda, avec toutes les activités que je brasse, qui me dit « Aliou, lève-toi » et je me lève. Parce que Abda, c'est mon esclave, parce que c'est mon neveu. Mon neveu, c'est Nadjaï, Midjaï. Je peux le vendre. Mais en même temps aussi, c'est mon esclave, parce que tous les poulards sont mes esclaves. Aujourd'hui, je suis leur serviteur. Je vous remercie parce que ça fait belle lurette, effectivement. Je ne lis plus les romans, je lis des choses très sophistiquées. Et pourtant, quand même, j'ai élaboré une théorie très sophistiquée de la littérature africaine, qui est pratiquement aujourd'hui incontournable. Vous avez sur Google, vous retrouverez les concepts clés qui sont beaucoup plus utilisés aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Quand vous mettez oralité feinte, vous allez tout de suite voir à LinkedIn. Vous mettez le code nous, vous allez voir également. Donc c'est effectivement un corpus que j'ai lu avec énormément de plaisir, qui est extrêmement riche par rapport effectivement aux matériaux que nous avons élaborés nous-mêmes pour pouvoir effectivement le déconstruire, l'analyser. C'est un grand petit livre, hein? Un livre d'un intellectuel, un livre d'un militant, un livre d'un écrivain, j'ai dit confirmé, hein? Aussi bien sur le plan de la construction, du récit, de la narration, sur le plan effectivement de la mise en forme, je dis de la polyphonie, récit polyphonique, la pluralité des voix, la voix des Alpulaar, on les sent, la voix de Almouda Naïdé, c'est ça, hein? C'est ça aussi, ça veut dire c'est comment on enchasse, ça veut dire comment on peut inscrire notre propre identité, et je dirais même identité littéraire et culturelle dans le livre. Et ça c'est extrêmement intéressant, et chaque chose parle. J'ai beaucoup apprécié cette histoire de perte. Vous savez, les pertes, chez les femmes on ne les voit jamais. Mais quand tu causes d'érotisme, c'est ça. C'est cette finesse extraordinaire qu'on trouve dans le livre. Et puis, en même temps, vous voyez, les gens sont très pieux, très collés à la religion. Écoutez, ce gars qui raconte ces histoires de perles-là, ça nous gêne. Et on connaît les tout couleurs, les Alpulaar, très pieux. Dès que quelque chose les gêne, ils prennent le chapelet et tournent de côté. Et tous ces récits-là sont racontés avec... et c'est ça la qualité de ton écriture. Ça veut dire, tu ne dis pas, tu ne dévoiles pas les choses. Tu laisses, tu suggères. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Apprécié aussi, vous savez, on dit que nous ne sommes pas des sociétés démocratiques, des sociétés tolérantes. Mais il y a des gens à qui on a assigné la fonction de contester le pouvoir, de dire tout ce qu'ils veulent du pouvoir. Ça veut dire cette forme démocratique, je pense que c'est bien de faire revenir ces choses pour dire que ici les gens acceptent la contradiction, acceptent le débat contradictoire, acceptent la dialectique. C'est très bien effectivement d'avoir mis ces paradoxes. Autant d'ailleurs en exhumant le savoir occidental, parce que là, je riais dit tout à l'heure, parce que ce livre c'est une autobiographie. Hein. Moi-même, à l'ultime, je me suis bien retrouvé dans les débats de la faïence, hein, entre les staliniens, les Mao, les trotskistes radicaux, Nanterre, par une université, mais bon, on peut décoder. Et ça également, dans le récit, c'est important. C'est nous, les sébiologues, nous avons souvent des termes assez barbares. On parle du code herméneutique. C'est quoi le code herméneutique? C'est-à-dire la manière dont, effectivement, tu crées une énigme. Prenez par exemple le grand fleuve, c'est saturé, je dis le grand fleuve.
Maintenant, pour décoder le grand fleuve, il nous dit le Waalo et le Djeri. À partir du moment, effectivement, tu décodes le Fouta dedans. Et c'est très subtil. Tu dis, mais le grand fleuve, c'est quoi? C'est Sénégal, c'est machin, etc. Mais, donc, il donne la possibilité de résoudre les choses, ça veut dire de résoudre les énigmes qu'il pose dans le texte. Je parle comme ça parce que j'ai perdu maintenant de m'asseoir, de lire, donc, et puis j'avais pas beaucoup de temps. Donc je dis, comment dirais-je, ce que je ressens, comment le texte m'a parlé, voilà. Comment ce texte m'a parlé. Et c'est beaucoup plus important de façon spontanée de venir dire les choses comme ça. Mais en même temps, c'est le texte d'un penseur et d'un intellectuel. Penseur et d'un intellectuel, en réalité, qui pose la question de l'identité, de ses identités, de l'hybridité, l'école occidentale. Mais à travers, effectivement, tout est construit quand même sur la base, si vous voulez, des débats qu'il y a au sein de la famille. Ici, les Demba, les Hamadi. Mais à partir de là, également, chez les Toucouleurs, c'est intéressant, hein, quand vous dites Samba, Demba, Hamadi, il y a des prédispositions, des caractères, des figures qui se dessinent, des contradictions. Et le débat contradictoire que nous avons dans la société, nous en avons également au sein. Et là, vous avez également une confrontation entre les croyances, entre les systèmes de représentation, le problème des dômes, le problème du tamarinier, qui arrive et qui se pose des questions. Tiens, moi j'ai été à l'école occidentale, il y a le Coran, le dôme c'est quoi? Et voilà, quand Demba se pose ces questions, c'est extrêmement important. Sur le problème de la communication, parce que Demba s'est fait traquer par Françoise, hein, de façon insistante. Mais il ne va pas loin. Mais pourquoi quand tu me parles, tu ne me regardes pas? Dans notre société, bon, quand on parle, ce qui est intéressant, c'est le sens. C'est ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on regarde. Mais là aussi, c'est des formes de fuite. Il le dit d'ailleurs, les fuites de responsabilité, entrer dans des débats un tout petit peu sensibles, parce que bon, c'est ça qu'on appelle les tabous. Comment ils contournent et qu'ils détournent tous les tabous concernant les questions de la sexualité. Je pense que ça aussi, ça fait très alpulaar, ça fait très Diom Soudou. Diom Soudou. Également poser des questions d'une actualité brûlante, hein, parce que moi je texte, je vois les régulations, les dérégulations, à la fois politiques, sociales, économiques, mais très important, climatiques. Ça c'est très important. Quand les gens se posent la question de savoir sur la question de la sécheresse. Donc ce sont des questions qui nous parlent à l'heure actuelle, le changement climatique. Tout le monde en parle. Mais il l'a décrit à sa façon, montré à sa façon. Et ce texte aussi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle chez nous les sémioticiens, les palimpsestes. Parce que vous avez un texte, et puis si vous savez gratter un tout petit peu, vous trouvez un autre texte dedans. Et c'est pas pour rien que Cheikh Hamidou Kane, il y a une version de l'aventure ambiguë, une citation très fine de l'aventure ambiguë. Également de les Frantz Fanon même, c'était clair, hein, pour noir masque blanc, tu trouves là-dedans. Mais, et je dis que c'est un hommage à Cheikh Hamidou Kane, je pense qu'il a trouvé les meilleurs termes pour effectivement décrire ce que vous avez dit ici. Et je lis ça. Dans les 3 itinéraires décrits, quels que soient les chemins parcourus, la patrie dont on part toujours et on revient reste le Fouta. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il a lu le Fouta? Cheikh Hamidou, parce que pas une seule fois il y a le mot Fouta dans le texte. Hein. C'est ça, c'est le problème de l'encodage. Là, lui, il trouve le résultat. Il y a le Fouta. Moi, je n'ai jamais lu le Fouta ni le fleuve Sénégal. Comme dit l'adage, on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. À la place des méditations métaphysiques qui accompagnaient les pérégrinations de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë, ou de l'anthropologie comparée des ethnies africaines, qui peut être lue dans Figaro
ou dans Fergo, excusez-moi, ce qui domine dans le sentier sinueux décrit par Ndiawar Kane est le récit de la résilience de la patrie du Fouta face à la double désagrégation des environnements écologiques d'une part et culturels d'autre part. Ça que j'appelle les questions de dérégulation. Et bon, il me regarde et puis il bouge. C'est pour donner la parole aux gens. Hein. Ah bon, voilà. On voit tes paroles. Bon, c'est ça, je disais une autre version de Cheikh Hamidou Kane. Et ce qui est intéressant chez Ndiawar, il ne donne pas de réponse. Il ne donne pas de réponse. Et j'aurais dû d'ailleurs commencer par là. Et c'est très important, effectivement, la chute. La chute. Il donne les réponses finales. Je lis ça. Il dit, comme le contenu de la besace de Malal, la vie de Demba est un mélange inextricable de doute et de certitude. Un long fleuve tumultueux. Avec ce retour à Nofal, il comprit que le parcours de l'être humain est un long chemin sinueux. C'est ça la résilience. Ce qu'a dit d'ailleurs Cheikh Hamidou Kane, cette capacité, même quand vous êtes à terre, quand vous êtes détruit, quand vous êtes fini, de rebondir, de comprendre les choses et également de résoudre les nœuds qui vous tenaillent, cette fracture interne que vous avez décrit, ces doutes, ces interrogations, c'est extraordinaire. Donc je dis que c'est un livre de militant, c'est un livre d'un intellectuel, c'est un livre qui nous parle de notre époque, qui parle de nos problèmes et qui est très bien écrit. J'ai parlé de la finesse, mais je peux parler même d'autres choses. Par exemple, la manière dont tu fais parler l'environnement, les objets, et ça ressemble à un archéologue qui arrive, qui peut raconter, dresser l'histoire avec les traces et les marques. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Je vais le lire. Excusez-moi de lire quelques parties seulement, parce que c'est important. Il dit, chaque partie de ce relief porte un nom qui évoque le passé glorieux de cette région. Paradoxalement, pauvre en vestiges, mais riche en événements historiques. Chaque excavation de ces collines semble porter la marque d'une bataille du passé, ou celle du passage d'un saint, tellement la postérité lui en attribue une avec des marques sur la roche. C'est pas ça les archéologues. C'est de la sémiotique, parce que moi j'exulte parce que voilà, c'est un tout petit peu ma science. C'est comme ça que le texte me parle, vraiment chaque ligne, chaque mot, chaque paragraphe, la manière d'enchasser les récits, la polyphonie, la pluralité des voix, pluralité des récits et également pluralité des systèmes de représentation du monde et des croyances. Et bon, c'est pour ça que je dis que c'est un écho tumultueux, comme disait, des cultures, des récits, des narrations, des systèmes de représentation où effectivement on ne donne pas une réponse finale pour dire voilà la vérité. C'est ça qui est fantastique aussi de nos jours. Parce que qui détient la vérité, on ne sait jamais. Donc je dis, je vous remercie encore une fois, je vous retrouve après vous avoir perdu depuis très longtemps, et avec ce livre qui est magnifique, ce livre qui est magnifique, ce livre qui est dense, ce livre qui nous parle, et vraiment il faudrait aujourd'hui en faire la diffusion au Diallo. Hein? Il faut que Diallo prenne quand même les dispositions nécessaires pour que le travail de promotion de cet ouvrage soit fait. Je vous remercie très sincèrement. J'ai bricolé un peu. Merci beaucoup, Président. Vous avez bien raison de dire que nous avons eu beaucoup de bonheur de sortir un peu des droits de l'homme pour te ramener à la littérature, qui est fondamentalement ton ADN. Et je pense que
de l'avis de tout le monde, tu devrais faire une note de lecture écrite. Ça sera fait, Inch'Allah. Inch'Allah, à partir de ton métier, qui a une lecture en profondeur du livre, qui est, comme il le dit, un livre magnifique, qui devrait faire date s'il est distribué, comme il le dit si bien, comme il le faut, et que ce livre ait le bonheur d'atteindre les niveaux où se sélectionnent les grands livres pour les porter à la postérité. Le moment est venu de donner à Tonton Diawa le soin de dire quelques mots. Après, nous allons ouvrir une petite discussion pour les quelques premiers commentaires. Mais je pense que ce soir, vous allez faire comme moi, d'une traite, lire le livre qui se lit tellement facilement. Parce qu'il est tellement bien écrit, tellement au point où maintenant ma conviction que la valeur d'un livre ne se pèse pas au kilo est confirmée. Merci Baba. Merci Alioune. D'abord, je vais remercier tout le public qui est là, la famille, les amis et les camarades. Je suis très touché par les mots que vous venez de prononcer. Moi, je suis un clandestin de la République des Lettres. Je ne suis pas un littéraire et je me suis donc efforcé d'écrire quelque chose. Et voilà que, comme disait un de mes professeurs, il y a un auteur français qui était à la fenêtre d'une classe de français et qui a entendu commenter un de ses ouvrages. À la fin de la classe, il est venu féliciter le professeur pour lui dire vraiment, je vous remercie, je n'avais pas pensé à tout ça. Donc vous me donnez beaucoup de qualités que peut-être je n'ai pas. Mais en tout cas, je suis très réconforté. Et mon premier réconfort est venu de notre doyen, Cheikh Hamidou Kane, pour le citer, qui m'a beaucoup encouragé et que je remercie. Mais aussi tous ceux qui sont ici, de la famille, des amis, qui m'ont beaucoup soutenu. Ce livre n'est pas un livre autobiographique, même si il y a des éléments d'autobiographie. On ne peut pas écrire sans avoir quelque chose de soi là-dedans, son vécu. Mais j'ai voulu décrire le parcours d'un jeune Foutanké du village à Walofendo, c'est-à-dire en France ou en Europe, en Occident. Dans le livre, on ne dit pas le pays, ça peut être la France, ça peut être Walofendo. Et en passant par la première bourgade et ensuite la grande ville. Et ce parcours, c'est pas seulement un parcours, c'est pas un parcours linéaire, puisque il y a, comme vous le savez, des relations d'abord entre les frères aînés, le frère puné et les différences entre les frères, comme la succession au Fouta entre Hamadi, Samba, Demba, Yero, Pate. Et moi, je ne suis même pas Pate dans ma famille, donc ça ne me concerne pas. Donc, il y a ce parcours qui confère donc une certaine hiérarchie à l'ordre de la naissance des enfants. Ensuite, il y a ce contact avec, disons, la politique. Donc, depuis le lycée, les relations aussi en ville entre quelqu'un qui vient de la campagne et qui s'insère dans un milieu urbain comme la grande ville, comme Dakar ou comme Abidjan. Je ne dis pas que c'est Dakar, mais c'est Abidjan.
Et donc, en passant par maintenant l'Occident conquérant, comme dit notre ami Chahamidou, et la France, et c'est aussi les problèmes entre les différents courants politiques de l'époque. Je suis, comme disent certains, en 68 ans. Donc, c'est une époque où il y avait cette grande effervescence entre les différents mouvements politiques. Et ça a beaucoup donné de l'énergie à la jeunesse à l'époque. Et je crois que tous ceux qui ont vécu cette période, il y a certaines têtes blanches ici avec lesquelles nous avons cheminé. Et donc, tous ont eu à se former, à renforcer leurs connaissances non livresques et non académiques dans ce domaine. Donc voilà, c'est ça un peu le livre. Vous êtes conviés à découvrir quelques pages qui sont manuscrites, et vous verrez que c'est pas tellement plus que ça. Voilà, je vous remercie. Bon, la modestie de Tonton Diawara est évidente, mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Personnellement, pour mes commentaires, le premier commentaire, c'est un commentaire personnel, dans la mesure où je reconnais, oui, de 68 ans, dans la mesure où, dans mon enfance, à laquelle a succédé une adolescence tumultueuse, je fais partie de ceux qui allaient, après une fugue nocturne, suivre les meetings à l'université de Dakar, au terrain de basket, où il était un des patrons de l'union des étudiants de Dakar, UED. Et je faisais le mur, et allais, je suis tout gamin, je m'agrippais au panneau de basket, et il faisait partie de mes héros d'enfance. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle toujours Abdoulaye Bathily tonton. Il s'en étonne. Il s'en étonne parce qu'il était toujours à la droite de tonton Diawara. C'est des choses que j'ai vues et vécues. Et c'est des personnes qui ont marqué notre jeunesse, notre adolescence, et qui nous ont donné des raisons de croire que l'engagement avec sincérité, avec droiture était possible. Dans le livre, il y a des codes, mais ceux qui, comme certains ici, connaissent un peu l'histoire de notre pays depuis une quarantaine d'années, pas seulement de notre pays, mais de nos pays, dans toute la sous-région et même avec la France, pourront décoder certains messages subliminaux glissés par tonton Diawara comme des clins d'œil à différentes générations, à différents acteurs. J'ai beaucoup aimé à Walafendo. Walafendo, c'est l'Occident. Les premiers Africains, ou plutôt dans notre sous-région qui y sont allés, ont été stupéfaits de voir la neige. Et pour décrire la neige, ils ont décrit la neige comme étant de l'eau qui s'est caillée. Alors, Walafendo, ça veut dire que l'eau, ayant passé la nuit, s'est caillée. En polar, l'eau s'est caillée. En voyant la neige, c'est ainsi qu'ils ont ramené une tradition pour imager, pour expliquer à ceux à qui ils racontaient leur séjour en France, ce que devenait l'eau en hiver. J'ai aimé la partie où, justement, tonton Diawara confronte notre notion du temps à celle de l'Occident. C'est vraiment des lignes qui nous parlent. Le temps où il confronte notre manière de marcher
avec celle des Occidentaux. Nous marchons, nous, en regardant beaucoup le sol. D'abord pour des questions stratégiques dans la mesure où il y a de nombreuses épines. Il y a de nombreuses épines, mais aussi parce que nous sommes un peu plus proches de la terre. Et ça me rappelle qu'après un séjour en France, revenu au point E chez mes parents, je suis monté sur le toit et quand j'ai levé la tête au ciel, je me suis dit, mais tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le ciel. Les petits immigrés comme nous sont plus souvent dans le métro qu'à l'extérieur et on peut rester longtemps sans voir le ciel. J'ai aimé ces passages-là qui nous parlent. J'ai aimé cette manière de nous décrire les conflits intérieurs que nous avons tous vécus en étant éduqués dans une tradition islamique, très vite happés par les idéologies qui à l'époque faisaient florès dans notre pays, du marxisme au maoïsme en passant par le guévarisme, etc. Toutes ces idéologies importées. Et le choc avec l'Occident qui a des codes, des manières de voir le monde qui nous étaient parfois, je dirais pas étrangères, mais étranges. Il a pu, dans une langue très souple, nous décrire ces conflits, esquisser la manière dont les nœuds ont été dénoués. Et je vous assure que c'est un livre qui est très agréable à lire. Je dirais même qu'il a une écriture caméra. Vous avez l'impression de voir, en suivant ces phrases, vous avez l'impression de voir les scènes. Et à certains moments, vous avez même l'impression d'être dans le camion au début du livre et de ressentir les secousses. Tellement c'est décrit avec finesse et avec précision. Donc la parole est à la salle pour ceux qui veulent dire quelque chose à Tonton Diawara. C'est une occasion à ne pas manquer parce que je vois dans le regard de tous ici beaucoup d'affection pour lui. Et c'est ce qui me frappe le plus quand je balaye le regard de la salle. Je vois que chacun ici est venu avec beaucoup d'amour pour lui. Et je pense qu'il le mérite largement parce qu'il fait partie des personnes qui, dans une famille, sont des points de repère. Des points de repère, des facteurs d'équilibre. On les voit ou on ne les voit pas, on sait qu'ils irradient très largement et donnent nous bonheur à beaucoup de gens. Bonjour Diawara, distingués invités, je suis très honoré et très ému de prendre la parole à la suite de la présentation du Dr Diallo de l'Harmattan, parce que je me souviens encore, c'est en 89, lorsque j'ai trouvé le regretté Pape Sir Diagne en ville, représentant Population Council, en compagnie d'Abdou Sow et de Khadijatou Tall. Nous étions un peu des jeunes universitaires qui cherchions notre voie, et en discutant avec Pape Sir, avec notre projet de revue d'historien et géographe du Sénégal, en relation avec la question du recensement de 88, nous voulions faire un numéro spécial sur le recensement. Pape Sir nous a aiguillonnés pour nous amener en 89 à mettre sur pied le groupe pour lutte contre la population. Et je me réjouis que le professeur Ibrahima Niang, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, c'est lui qui avait ouvert le séminaire pour Césac. Et je me souviens aussi que nous avions dû faire appel à Mariem, son épouse, qui était notre collègue, et j'avais eu l'occasion de l'encadrer à Kennedy pour lui dire il faut que le ministre soit là, parce que nous avons déjà la confirmation que le ministre du Plan sera à la clôture, et il serait incompréhensible que le ministre de l'Éducation nationale ne soit pas là. Donc je vous remercie pour cela. Et c'est un an après que je crois que Diawara a subi la déportation. Ils étaient encore au point E,
parce que Pape Cyr m'a dit, il faut que tu ailles voir Ndiawar Khan, parce que c'est Ndiawar qui va être en charge de votre dossier, le dossier du GEP. Et c'est de là que commencent un peu nos contacts et les discussions, les échanges avec Ndiawar sur ce qui va donner l'aventure du GEP, le groupe de soutien à la population qui s'est engagé à accompagner les jeunes élèves, les jeunes adolescents pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie et affirmer leur capacité de leadership. C'est dans la mouvance de cela que nous allons rencontrer aussi Alioune Badara Camara, qui était du même groupe, ce que j'appelle un peu le groupe de Bamako, même si je pense que Ndiawar n'a pas fait partie de ce groupe, il a fait partie du groupe de Bamako. Donc c'est ce groupe qui s'est reconstitué et qui, lorsque nous avions envisagé l'idée d'organiser un festival des clubs d'éducation à la vie familiale, nous avons pensé, nous avons dit, il fallait que ce festival soit réfléchi un peu sur les enjeux du XXIe siècle avec les nouvelles technologies. Et en discutant avec Alioune Badara Camara, il nous a dit oui, nous avons un programme d'Acacia qui cible les jeunes et les femmes et voir comment un peu les jeunes et les femmes peuvent particulièrement maîtriser les nouvelles technologies. C'est dans ce cadre que nous avons lancé l'expérience des cyberjeunes, n'est-ce pas? J'évoque cela pour simplement dire que j'ai vu, je vois à travers ce chantier sinueux, le parcours d'une génération. Lui parler d'un discours de plusieurs formes, mais je pense que je vois le parcours d'une génération. Les Ndiawar aujourd'hui écrit le livre que Pape Cyr n'a pas pu écrire, dont il parlait avec beaucoup d'intérêt et de passion, mais il écrit un peu pour Alioune Badara Camara, il écrit pour Pape Cyr, il écrit pour lui. Et dans ce chemin sinueux, c'est en fait ce parcours et cette foi dans l'ouverture d'une société vers la modernité. Regardez, si vous regardez la couverture de ce livre, c'est extraordinaire. Cette couverture n'est pas du tout présente dans le livre lui-même, mais c'est déjà tout un programme qui à la fois reflète le moyen de parcours, le moyen de transport, le moyen d'évasion pour toute cette génération de Foutangué ou de Walo Walo comme moi, qui voyons à travers le Bouel Mogdat et le fleuve, le point de jonction entre notre terroir et l'extérieur et le monde. N'est-ce pas? Donc Ndiawar, merci pour avoir écrit ce livre, qui est un livre que je vais à nouveau lire avec beaucoup d'intérêt. Vous avez vu que j'ai pris pour... nous étions trois à rencontrer Pape Cyr en 89. Professeur Abdousso nous a s'en est allé, discrètement, mais son exemplaire sera repris par Babacar Gaïfa, que vous avez également connu. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 3 exemplaires pour ça, pour me remémorer cette fameuse rencontre qu'on a eue au plateau avec Pape Cyr, qui est présent ici. Vous avez placé ce livre sous le signe de la résilience. Et c'est cette résilience, je crois, qui est la parfaite expression de ce parcours que vous avez eu au Fouta, à Dakar, en France, et vous me confirmez au Mali, et de retour à Dakar, vous avez travaillé avec nous en insistant sur notre capacité à pouvoir surmonter les difficultés et à trouver les solutions dans les méandres. Parce que nous s'étions fixé un objectif très difficile. Et je me souviens toujours que vous nous disiez, oui, il faut essayer d'apporter les innovations en perturbant le moins le système. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais c'est resté un de nos credos. Il fallait travailler à transformer la société, les programmes scolaires
en perturbant le moins possible, c'est-à-dire en négociant chaque étape. Et ce sont ces étapes que l'on retrouve dans votre approche de la résilience comme un message, je crois, très fort, et en même temps, pour moi, qui est un hommage à vos deux amis qui sont partis. Je vous remercie. Bonjour la famille, bonjour les amis. Je voulais d'abord remercier M. Diallo de l'Harmattan à plusieurs titres d'avoir permis que ce livre puisse enfin paraître et de nous avoir accueillis ici. Mais moi, à titre personnel, je le lui ai dit une fois, j'ai rencontré une fois un monsieur qui, de façon dithyrambique, me remerciait pour tout le bien que je faisais à la culture du Sénégal, en aidant à publier des livres, etc. et autres. Et il a dû assister à une des cérémonies ici. Et à la fin, il me dit vraiment, M. Diallo, bravo pour ce que vous faites à l'Harmattan. Je sors de là et je me dis, mais ce Diallo là, c'est qui il doit faire? Et on m'a donné son numéro de téléphone et je lui ai envoyé un message en lui donnant le nom de la personne qui m'avait si chaleureusement remercié et en le remerciant aussi. Et là, tout à l'heure, quand il m'a dit bonjour, je ne l'ai même pas reconnu. Et je me rends compte quand il parlait. Donc merci à M. Diallo. Abda, tu le lui diras. Moi, je ne parlerai pas du livre. J'ai eu, je crois, la chance ou le privilège de recevoir l'une des premières versions électroniques, il y a très longtemps. À l'époque, on avait un ami malheureusement parti, Chérif El Walid Sey, journaliste de son État, et à qui j'ai envoyé la version électronique et une version papier pour lui demander de lire et de me donner son avis en tant qu'écrivain, en tant que journaliste et en tant qu'intellectuel, pour me dire, parce que c'est ce que Grand Ndiawar voulait, une lecture neutre de quelqu'un qui ne le connaissait pas, pour savoir si réellement ça valait la peine de continuer. Chéri fait partie il y a quoi, peut-être 7 ou 8 ans, il nous a quittés. Et donc depuis lors, j'ai eu la chance et le privilège de recevoir les améliorations. Jusqu'à un moment où je me suis dit, Granby, il ne sortira jamais ce livre. Parce que si on ne le lui arrache pas des mains, il ne va jamais le publier. Mais donc je ne parlerai pas du livre. Mais moi, je parlerai de Grand Ndiawar. Excusez-moi cette affection, c'est parce que je l'ai connu en 1965. Ami de mon frère aîné, on habitait les allées du Centenaire. Et j'ai eu immédiatement une attirance pour lui, une affection qui ne s'est pas démentie. Et c'est accessoirement qu'il est devenu mon beau-frère. Accessoirement, ça je le considère comme tel. Et qu'il m'a réconcilié avec ma sœur, qui avait souhaité à un moment donné que je passe sous les roues du P17. Pour ceux qui connaissent Dakar et qui ont connu la Sotrac, ma mère lui a dit une fois, mais pourquoi le P17? Il dit parce que le P17 vient de Guédiawaye et est rempli de paniers de poissons et c'est le plus lourd des bus. Comme ça, il n'en sortira pas vivant. Ça, c'est Awa. Mais Ndiawar, parce que en lisant le livre, je me retrouve dedans. Pas parce que je suis son histoire, mais j'ai paradoxalement suivi à peu près son expérience académique, peut-être pas dans les mêmes formations, son expérience politique. Baba parlait de 68 où on s'agrippait sur les grilles. Nous, on ne savait pas que 68 allait être 68. Nous, on a jeté des pétards parce qu'on nous a demandé de placer des pétards sous des pots de tomates dans un endroit clos pour que ça fasse du bruit et que les grands en profitent pour dire c'est la police qui nous attaque. Et on a fait sortir les lycéens de Blaise Diagne comme ça. Mais on ne savait pas ce qu'on faisait. On ne suivait pas encore Ndiawar, mais on suivait des jeunes frères à Ndiawar. Et par la suite, moi je le dis par expérience personnelle,
j'ai subi, comme certains ont subi, mais ça va pas, non, dit d'une certaine façon, j'ai subi c'est Abdelaziz. Et au téléphone, ça a encore une très grosse force. Et là, je me tais. Je sais que là, j'ai un peu dépassé, j'ai un peu dérapé. Je parle de Niawar parce qu'il m'a fait bénéficier de toutes ces bonnes relations. Professeur Fall a parlé de Papsir, il a aussi parlé de Badou Camara, ben, je rajouterai Grand Medoun Lo, je rajouterai Assa, je rajouterai Absietou, je rajouterai Bin parce que je suis allé en mission à Bamako, c'était en 85, 86, il venait de quitter et il m'a mis à la disposition de ses amis qui sont restés mes amis et mes grands frères jusqu'à aujourd'hui. Hier, j'ai eu la chance de dîner chez le fils aîné de Niawar. J'ai retrouvé mes deux petits troublions, pour ne pas les nommer, qui s'appellent Camara, et qui m'avaient accueilli avec des soupiriers chez eux. Et je me suis levé, j'ai dit à Astou, je ne pourrais pas rester chez toi, parce qu'ils vont me rendre fou. Niawar, c'est la pondération. Niawar, c'est la simplicité. Niawar, c'est l'homme avenant. Niawar ne te dit jamais tu as tort. Il ne te dit jamais non. Mais dans la réponse qu'il te donne, tu sais que tu as tort. Et il a cette finesse de te critiquer devant des gens et d'autres croient qu'il est en train de te glorifier. Ça, je l'ai appris avec lui. Il ne va jamais jusqu'au bout de ses phrases. À un moment donné, il te dit, oui, tu as raison, Abdelaziz, mais... Et même le mais, c'est peut-être par la suite, quand je lève un peu la voix. Pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup. Et quand je parle, je n'aime pas être interrompu. Il n'y a que lui avec son Abdelaziz qui me ramène un peu à la réalité. C'est ça, Niawar. Niawar m'a donné plus qu'une autre famille. J'ai hérité de ses neveux et nièces qui m'appellent affectueusement tonton et qui me le montrent au quotidien. Dont l'aîné des neveux qui est là, Elage, qui a repris sa place, parce que pendant un temps, il était le grand frère d'un autre. Mais je l'ai rétabli dedans. Et tout ça, c'est grâce à lui. Cette affection que ses neveux et nièces ont pour lui se déteint sur tous ceux qui sont avec Niawar. Et il a 1000 livres dans la tête. On le disait, je le disais à quelqu'un, même pas un magnétophone, mais être à côté de lui et recueillir 1001 anecdotes sur ses séjours, sur ses expériences, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et je peux ici dire qu'il ne manque pas de place à Dakar, lui. Mais il me fait le privilège et l'honneur de toujours, comme on dit chez nous, descendre chez moi. À un point tel que, bon, c'est Mami Awa que les enfants voient le plus, que la chambre est appelée la chambre de Mami Awa. Alors qu'il y vient peut-être une fois là. Et donc moi, c'est de ça que je voulais parler. Dire que il y a quelqu'un qui m'a catalogué de trotskiste. Là, quand je me suis levé, en boubou blanc. Et qui m'a dit, quand j'ai lu le livre, j'ai senti que vous autres, là, les trotskistes et les communistes, celui qui ne sait pas ne peut pas lire certains codes. On a tous été Mao quand on était gosse. On a été trotskistes quand on était en France. Mais on s'est par la suite retrouvé dans le dogme, l'unique, le seul, l'islam. Et ça aussi, c'est Niawar. C'est toi, Demba. Hein? Et paradoxalement, je m'appelle Demba Sago dans ma famille. Le nom que m'a donné ma grand-mère, son père. Et voilà. En le lisant, le livre tout début, je pouvais remplacer certains noms de sites. Et comme il dit, il a laissé tout ouvert et me retrouver pleinement dedans. Et je me suis dit, ben, si je devais écrire, on va dire que j'ai plagié. Parce que j'ai été à côté. En tout cas, bravo grand de nous avoir permis ça. Merci beaucoup.
Je crois que le micro est fait pour les gens plus grands que moi. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Et vous voyez, je n'ai mis que 2 mots ici, dans ce petit papier. Ce que je peux dire, c'est que j'ai lu les livres. Et Ndiawar, quand il est venu il y a quelques jours, il a pris son téléphone, il m'a appelé, il a dit petit. Il m'appelle petit depuis lors, et même il y a des gens qui croient que je m'appelle petit. Il m'a toujours appelé. Il m'a dit, je suis là, et il est passé à la maison, il a apporté le livre avec lui, que je lui d'un trait. Et j'ai retrouvé véritablement Ndiawar. Sobriété, discrétion, précision, concision, mais toujours un acte qu'on pose et qui sert à quelque chose. J'ai connu Ndiawar dans les années 65. On l'avait expulsé de Mauritanie. Il est arrivé au lycée Blaise Diagne et nous nous sommes retrouvés comme élèves dans la même classe. Et immédiatement, disons que la mayonnaise a pris entre nous. C'était pour moi malheur d'ailleurs, je ne le savais pas. Parce que depuis 3 ans, je prenais toujours le prix d'histoire et de géographie. J'avais l'habitude d'être titulaire du prix d'histoire et de géographie. Et en fin d'année, on nous dit premier prix d'histoire et de géographie, Ndiawar Kam. Alors, c'est mon ami qui m'avait détrôné. Et bon, après tout, c'est ainsi qu'on a cheminé du lycée Blaise Diagne à l'université, où parfois, quand on déambulait dans les rues de la Médina, parce qu'on ne se quittait jamais, les enfants nous poursuivaient en disant Abdou Diouf Senghor, Abdou Diouf Senghor, à cause de ta taille et de ma taille. Et ensuite, nous avons un autre est venu s'agréger au groupe, c'est Papa Serdiagne. Et nous formions un trio en discutant tous les jours, en étant tout le temps ensemble. Mais nous ne savions pas, du moins, je ne connaissais pas les tendances de politiciens, de tribuns, de tout Ndiawar. Parce que quand on est proche de lui, on ne connaît pas cet aspect. Il est toujours discret. Il sait parler aux gens comme il veut l'entendre. Et Pape Sir, le petit bourgeois de Saint-Louis, et moi, le petit bourgeois de Dakar, il ne nous reprochait jamais nos idées en sachant que nous étions d'accord sur les objectifs, mais que nous n'avions pas les mêmes chemins. Lui était de la gauche. Nous étions de petits bourgeois qui voulaient changer les choses sans tout casser. Et pourtant, on a cheminé ensemble et il a toujours eu l'élégance de ne jamais nous reprocher quoi que ce soit. Ces discussions et autres, c'était, comme on l'a rappelé tout de suite, soit au terrain de basket, soit dans les salles ou ailleurs, mais jamais entre nous. Ensuite, ce que je peux dire de Ndiawar, vraiment c'est quelqu'un qui, quand il a des idées, il va jusqu'au bout. Et nous, on l'a découvert, alors à chaque fois, on le lui reprochait. Je ne comprenais pas qu'il aille jusqu'à l'extrême limite et se retrouve dans les Joëls, soit en Mauritanie ou ailleurs, expulsé et autres. Ce qui fait que les vicissitudes de la vie nous ont toujours séparés, mais nous ne nous sommes jamais quittés. Et j'ai lu le livre d'un trait. Contrairement à ce qu'il dit, bon, d'accord, ce n'était pas un livre autobiographique, mais moi je me suis retrouvé. Pour dire qu'insensé que celui qui croit que quand je parle de l'autre, je ne parle pas de moi. En tout cas, moi je me suis retrouvé le livre à travers ce qu'il a écrit. Mais l'essentiel, et c'est là que je vais terminer, c'est, puisqu'on a cité Cheikh Hamidou Kane, c'est de parler de la Grande Royale qui s'était posé une question fondamentale. Est-ce que ce qu'ils vont apprendre
vaut mieux que ceux qu'ils vont oublier. Je peux dire d'Andiawar qu'il a beaucoup appris, mais il n'a rien oublié. Merci de m'avoir donné la parole. Je serai très bref. Je n'avais pas l'intention de parler. J'étais un peu malade. Je parlerai très peu de Ndiawar Kane. Je le connais depuis très peu. C'est le beau-père d'une de mes filles. Donc il n'y a pas très longtemps. La femme d'Aziz Kane. Ce que je peux dire de Ndiawar cependant, ce que j'ai apprécié chez lui, sur son humilité, sa sérénité, son sens élevé de l'écoute. C'est un homme que j'apprécie énormément. Je le considère comme un homme équilibré. Ce livre, je l'ai lu très rapidement en diagonale. Je vais le relire, le décortiquer grâce à l'intervention de M. Thierry. Ce livre, c'est mon sentier sinueux, mais à l'envers. Je suis un poulard qui ne parle pas peul. Je suis né à Saint-Louis. J'ai grandi à Saint-Louis et j'ai sauté les deux pieds joints dans la capitale française. Je ne connaissais pas mes origines. Dans la capitale française, j'ai milité à la Féance avec deux grands frères qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup encadré. Modi Alidien, on s'en porte le nom, et Kader Fall, ancien ministre. Voilà les gens qui m'ont aidé, qui m'ont encadré dans la politique trotskiste ou anti-trotskiste. Ce livre est dense parce que j'ai découvert ma famille originelle au Fouta il y a 11 ans, en 2008. Je ne parle pas un peu. Jusqu'à maintenant, j'avais du mal à comprendre leur comportement, leur façon d'agir, de parler. Donc ce livre-là m'a éclairé énormément, merci pour le temps. Donc Ndiawar a allumé une espèce de phare pour que je comprenne en très peu de temps ce que je n'ai pas pu comprendre en 10 ans. Donc Ndiawar, merci. Quand je vais au Fouta, j'y vais tous les 3 ou 4 mois, parce que c'était une découverte. À mon âge, jusqu'à 70 ans, je ne connaissais pas mes origines. J'ai découvert par hasard et j'y vais tous les 3 ou 4 mois sans chercher à parler peul parce que je n'y arriverai pas, mais essayer de comprendre la sociologie des peuls, mes cousins qui sont là-bas, mes neveux, etc., que je n'arrive pas à comprendre. Ce livre m'a beaucoup éclairé. Je vais le relire avec un crayon, le décortiquer pour m'aider à m'adapter à mon milieu d'origine. Je vous remercie. Merci Ndiawar. Bonjour à tout le monde. D'abord, rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de pouvoir assister à cette belle séance de dédicace. Particulièrement remercier Aziz, parce qu'en fait, je suis rentré dans cette famille par infraction. Mais je pense que c'est une très belle famille. Et certains se diront comment l'ébout peut s'incruster un peu dans une famille poulard où les normes sont très respectées, les codes sont bien établis et en fait l'univers est assez humble. En lisant le livre, j'ai découvert un autre aspect, comme je l'appelle affectueusement, de grand frère. Je l'ai connu à peu près il y a une trentaine d'années. Nous étions ensemble aux HLM. Et nous, on avait un club de footballeurs qu'on appelait Jamais Gagnants. Jamais Gagnants. Pape Sambaré et Aziz étaient les porteurs de Godas et de trucs. Et nous, on était très prompts à pouvoir jeter le discrédit sur ceux qui ne pouvaient pas véritablement jouer le bon jeu. Et après les matchs, il y avait une troisième mi-temps. Et parfois, on allait chez Ndiawar le soir et on pouvait un peu se défouler
avec, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, une femme extrêmement adorable, mais très, très, très catégorique sur ses choix. J'ai pu découvrir un tout petit peu Ndiawar, qui était là, mais qui toujours plaçait le bon mot au bon endroit, pour nous remettre, pour nous montrer qu'en fait, mais qui sont ces jeunes-là, impétueux, ravageurs, très relax. Et parfois, quand on quittait la maison, véritablement, on était regaillardi d'avoir eu un tout petit peu cette petite fessée, qui ne dit pas son nom, mais qui nous remettait dans le bon ordre. Grand frère, je ne te connaissais pas sous ce talent-là. Et quand j'ai découvert un peu votre biographie, j'ai dit, mais quand même, quelque part, c'est le prototype des hommes du désert, qui sont immenses comme le ciel, mais qui sont véritablement au service de l'homme. Et en lisant le livre, parce que je l'ai lu de travers, j'ai senti un tout petit peu que c'était une revanche par rapport à Samba Diallo. Je ne sais pas. Je n'ai pas vécu le milieu tout couleur authentique. Mais je me suis dit que réellement, Ndiawar s'est dit, Samba Diallo est mort, mais en fait, avec des mutations profondes de nos sociétés respectives, moi je vais m'armer pour pouvoir dire qu'en fait, ce que mon doyen Diallo, que je remercie au passage, parce qu'il a été mon formateur, et je m'honore de prendre la parole après vous, sans pour autant avoir la prétention de dire réellement tout ce que vous avez dit. Et je disais que Ndiawar, il fait partie un tout petit peu de ceux qui veulent faire en sorte que la société alpulaar prenne la revanche sur la société occidentale. Parce que quelque part, là où Samba Diallo a échoué, Demba est allé, il a pris ce qui était bon, il est revenu dans sa société pour transformer qualitativement cette société. Et fondamentalement, j'ai vu qu'à la fin, Albert, je l'ai lu de travers, il disait à ses compatriotes, non, mais ce monsieur, il est venu pour prendre et réinvestir. Et je pense que fondamentalement, c'est ça le là du livre. Comment on peut aller prendre ce qui est bon, revenir chez soi et faire en sorte que la mayonnaise puisse prendre au bénéfice des populations. C'est cela que j'ai lu. Et la dernière fois, ce qui me réconforte dans cela, on revenait un tout petit peu, il y a une semaine de Kounoun, au mariage de la fille de Samba Guissé. Et j'avais choisi, Aziz m'avait mis à côté de Ndiawar. On était dans un bus, vraiment, climatisé et tout, ce qui n'arrive pas chez les Poulards en général. On a quitté Kounoun et moi j'étais à côté de Ndiawar. Mais j'ai découvert quelqu'un multidimensionnel. Parce que de Kounoun moi je devais descendre à la Patte d'Oie, mais j'étais tellement charmé par les histoires que nous nous racontions mutuellement, que j'ai dépassé même pour arriver jusqu'à Anne. Et si peut-être lui n'avait pas peut-être parlé d'un certain sens, peut-être que je serais parti pour venir jusqu'au... Pour vous dire simplement que ce livre-là, pour moi, sera un livre de chevet. Parce que j'y ai trouvé une partie de ma jeunesse à Dakar, très conflictuelle, très conservateur lébou, mais parfois un peu ouvert pour souffle fécondant, comme le disait l'autre. Merci Ndiawar de nous avoir laissé pour la postérité en quelque temps. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Je suis un peu dans une situation cornélienne en me trouvant ici. Corneille qui disait que des deux côtés, mon mal est infini. Parce que le premier côté, c'est l'aspect littéraire. Je savais que j'allais trouver le président ici et je connaissais sa valeur littéraire extrêmement élevée, culturelle d'une manière générale.
Et que donc je ne pouvais pas, en ce moment-là, envisager de prendre la parole pour participer à la critique d'une œuvre littéraire, condition de compétence que je ne pouvais pas remplir. Mais j'ai été davantage massacré par l'intervention d'Alioune, qui a élevé les débats à un niveau que je ne pouvais deviner. Et je ne connaissais pas, je lis beaucoup ce qu'il écrit dans la presse, mais franchement, je suis arrivé à la conclusion à laquelle est arrivé le ministre, demander de reprendre cette intervention, de faire les minutes arrangées. Cette publication pourrait être d'une utilité très importante. Bon, donc je suis ici pour le deuxième motif, le motif familial, tout en étant un polar non polar, puisque, comme mon prédécesseur, ne parlant pas la langue de mon père, peut-être que ça viendra. Je ne suis qu'au 4e âge, j'ai encore le temps d'apprendre. Mais quand même, il y a des liens qui ont été tissés par un certain Azizou qui est venu voler ma fille en la donnant en mariage au fils de Ndiawar. Et ça m'a fait penser au texte d'Aznavour, cet étranger sans nom et sans visage, ô combien je la hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, alors là, et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui fait que j'ai pu, à travers Aziz, ma fille et à lui, son mari, qui porte le nom d'un ancien promotionnaire qui doit être dans la salle, Barki Anaga. Oui. Ah oui, il est là, je ne l'avais pas reconnu. On est ensemble depuis 1953. Donc on se connaît un peu. Alors donc, qui m'a fait connaître Ndiawar, ce que je n'ai pas du tout regretté. Je n'ai pas l'occasion de disposer de longs moments, de longues discussions, mais on s'est rencontrés quand même à quelques moments, ce qui m'a permis d'apprécier et de découvrir les notions de calme, de sérénité que vous avez rappelées lors de cette séance. Quant au livre, il est un peu dirigé vers une certaine communauté dans laquelle je n'ai pas vécu. Mais les problèmes universitaires et politiques de cette époque ont été ressentis, bien que je sois d'une promotion un peu avant la promotion des concernés par ce livre. C'était quand même le même problème. On était nous un peu plus maoïstes. Notre période, c'était la période où il y avait la guerre entre les deux partis communistes, chinois et soviétiques. Et alors, le fameux révisionnisme soviétique, alors il fallait être ou pour ou contre. J'avais effectué un voyage en Chine et j'ai eu l'honneur d'avoir serré la main de Mao, photo que j'ai gardée jalousement d'ailleurs. Et c'est cette période qui a continué avec la période de Ndiawar, décrite dans le livre, avec cette lutte anti-impérialiste. Ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est que qu'il y ait une certaine évolution. Il y a 3 ouvrages qu'on a lus, L'aventure ambiguë, Fergo, de Ramatoulaye Seck, et Le sentier sinueux. C'est un peu la même famille d'idées, les mêmes problèmes qu'on décrit, et on s'arrête au même endroit. Il est temps qu'on analyse dans un prochain roman la période suivante, pour montrer ces gens-là, ces 68 arts qui sont arrivés à maturité, dont certains d'entre eux dirigent les États. Il y a une nouvelle phase d'adaptation qu'il faut décrire. Le livre laisse penser que de la conscience anti-impérialiste, on va évoluer vers une conscience religieuse qui sous-entend tout depuis le début. Mais il faut maintenant arriver à l'éclosion de ça, ces gens-là qui sont arrivés à 60-70 ans, d'écrire dans un tome 2
qui paraîtra peut-être l'année prochaine. La nouvelle situation de ces gens, il y en a qui ont été ministres, d'autres qui ont été premiers ministres, présidents. Alors, décrire la nouvelle adaptation, l'évolution de ces gens-là, eu égard à ce qu'ils avaient vécu. Voilà en gros ce que je voulais dire pour saluer encore les liens familiaux qui nous unissent et que nous comptons cultiver. Ensuite, saluer Ndiawar pour son écrit. Je lui ai dit que ce que je salue le plus dans le livre, c'est le style. C'est le style, parce que il y a eu l'aventure ambiguë, il y a eu Fergo, il y a ce livre. Cette répétition n'est pas un esclavage, comme disait La Fontaine. Les classiques disaient d'ailleurs, notre imitation n'est pas un esclavage. Parce qu'ils ont pris les fables d'Ésope et autres, La Fontaine a fait ça, et a transcrit ça dans un nouveau style. Une fable d'Ésope qui faisait 5 lignes, La Fontaine en a fait un texte de 2 pages. Alors ici, c'est ce qui s'est passé. L'imitation n'a pas été un esclavage. Pourquoi? Parce que c'est le style et la richesse du vocabulaire qui ont été introduits, ce qui sort ce roman des romans plats. Voilà, je vous remercie. Assalamu alaikum. D'abord, ngeen baal ma àq li ma tardé pour des raisons de santé. Dama naanoon benn garab loolu moo ma xaw a tardé. C'est ma femme qui m'appelait tout de suite là pour savoir si je suis arrivé à temps pour pouvoir témoigner. Donc sur Ndiawar. Bon, Ndiawar et moi, pour commencer, le camp Archinard, du 29 mai au 9 juin 68, où nous étions détenus, quand la police nous a attaqués. J'étais membre des 47 membres du conseil d'administration de l'Union démocratique des étudiants sénégalais avec Ablaye Bakili. Donc ceux qui dirigeaient le mouvement en fait, parce que le comité exécutif que dirigeait Mbaye Diack était choisi parmi les 47. Donc ça c'est le premier souvenir. Donc de cette journée du 29 mai, où donc depuis le camp Mangin, où se trouve actuellement le Novotel, je crois, on nous transporte au camp Archinard, et puis le soir, la nuit, on nous trie Sénégalais, non Sénégalais. Et là, on s'est rendu compte, après la sortie du camp Archinard, qu'on avait rapatrié donc tous nos camarades non Sénégalais, qu'on les avait renvoyés dans leur pays. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour des raisons de santé, d'ailleurs, que je n'ai pas pu participer au 50e anniversaire cette année. Parce que le 45e, j'avais eu la chance et l'honneur de le coordonner au WARC avec M. Ousmane Sen. Quant à ma relation avec Ndiawar, Cheikh Fadel Khan, Boubacar Ba, Babouhar Moussa, je ne sais pas s'il est dans la salle, et Bid Baïbrahima Demba, Babouhar Moussa et Baïbrahima Demba, nous étions dans la même classe en maths physique, en faculté des sciences. Bid, il était directeur de l'ESMT. Mais quand je suis arrivé à l'université, quand j'ai entendu Moussa Ndoye, j'ai sursauté. Moi, ma grand-mère est arrivée du Fouta en 1912. Mon père avait 2 ans. Elle disait toujours guerre 14. Philokofek à Dakar. Moi, je suis né donc entre Ngaraf et Gouy Mariama. La maison paternelle est toujours encore au même endroit, à côté de celle du père de Sadakan, de la 2STV et du général Gabar Diop. Et quand j'ai entendu Moussa Ndoye, j'ai sursauté parce que le gouverneur, ancien ministre Moussa Ndoye, était mon maître au CE1 et au CE2 quand l'école des Manguiers a ouvert ses portes en 1956 et 1957. Et Moussa Ndoye est venu témoigner lors du décès de ma mère du fait que mon premier professeur de mathématiques et je dirais, de connaissance de la vie, ma grand-mère Rakidjoum Rakilabou, que c'était un grand professeur. Parce que mes parents étant en Côte d'Ivoire, c'est elle qui m'a appris en premier à distinguer 2 choses qu'on confond aujourd'hui, Djang ak Khamkham. Et c'est l'une des raisons de notre régression. Elle me disait toujours ce que les foot disaient. Djangoudo et Famoudo on a gotum. Ku Djang ak am dégg-dégg duñu benn.
Elle était teinturière, oui, oui, je termine, elle était teinturière. Donc, elle savait compter, elle savait calculer. C'est elle qui m'a donc appris ça. Ensuite, le côté, donc, famille sénégalo-mauritanienne, Ndiawar et Cheikh Fadel, je dois leur rendre hommage. Ils ont pris dans leurs bras les Halpulaar sénégalais comme leurs frères. Contrairement à d'autres de nos compatriotes mauritaniens qui, malheureusement, se sont réveillés brutalement confrontés à la réalité en 89, n'est-ce pas? Qui avaient oublié que nous avions les mêmes origines. Ce que moi, dans mon expérience, a confirmé le fait que quand j'étais étudiant à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, premier étudiant sénégalais à avoir eu la chance d'y avoir étudié, quand j'ai connu les Suisses allemands, très bien, les Allemands et les Autrichiens, ça m'a davantage éclairé encore sur le Poulagou. Et je voudrais demander, donc, sans poulocentrisme, ni poulitude, ni quelque chauvinisme que ce soit, qu'il y ait quand même une minute de silence pour les 47 villageois Peul qui ont été exterminés au Mali. Mais avant ça, qu'on rende hommage à l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité. J'ai bien dit de l'humanité, c'est Thierno Souleymane Baal. Et le Fouta de 1818, j'ai le livre de Gaspard Théodore Mollien, était plus avancé en 1818 que la France. Théodore Mollien a écrit que le Fouta était une démocratie, c'est écrit noir sur blanc. Le Fouta était au même niveau de développement industriel et technologique que la France. Avant l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Il faut que nos jeunes qui prennent les pirogues le sachent. Merci beaucoup. Ndiawar serait le premier étonné que je puisse parler de cette personne. Mais je vais parler d'un Ndiawar que je connais dans le cadre de mes fonctions du premier conseil du ministre de l'Intérieur. Je crois que la littérature, c'est comme sacerdoce. On y rentre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. C'est aussi un sable mouvant. On peut y rentrer parce qu'on aime écrire, on peut y rentrer parce qu'on aime emballer des idées dans un livre, mais on peut y rentrer parce qu'on a des choses à raconter. Et je crois que je vais classer Ndiawar dans la 3e catégorie. Je ne vais pas mentir à vous dire que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à comprendre le conflit Sénégal-Mauritanie. Je ne sais pas, est-ce qu'il se rappelle de ça? C'est cette personne que moi j'ai gardée, même si par ailleurs je l'ai connue dans d'autres circonstances. Vous avez en face de vous un homme extrêmement têtu. Croyez-moi, quand il a des idées, il ne change pas. Vous avez en face de vous un tout couleur du Fouta. Mais ce qui est surprenant, à mon avis, il est fier d'être mauritanien. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour dire que cet homme a beaucoup de choses à nous raconter. Et si j'ai tenu à prendre la parole, c'est pour l'inciter à continuer. Il n'est pas question qu'il se cache derrière des mains pour échapper. Parce qu'il a vécu des choses qui peuvent aider nos pays à se comprendre. Et je l'incite à continuer à écrire, même si les circonstances font qu'il serait obligé de nuancer ses propos. Mesdames et messieurs, c'est quelques mots que je voulais dire. Je salue tout le monde. Parler de Ndiawar n'est pas l'objet pour moi de ce propos. Parce que son fils porte mon nom. C'est pour vous dire combien nous sommes proches. Nous sommes proches aussi parce que son grand frère, qui a été directeur de la société industrielle du Baol, était un éclaireur quand il était jeune et m'a connu dans le scoutisme et me regardait et me considérait
et me prenait à cause de cela comme son petit frère. J'ai connu Ndiawar très rapidement en 1965, quand j'étais surveillant général au lycée Blaise Diagne. L'année d'après, je suis parti à Charles de Gaulle. Mais je l'ai connu en tant que sportif, beaucoup plus qu'en tant qu'élève. C'est sur le terrain de sport que je l'avais remarqué avec Abdoulaye Makhtar Diop. Je crois que ça, c'est de bons souvenirs pour lui. Alors, moi, le livre que Ndiawar a dédicacé en mon nom et à mon épouse pour venir me le donner il y a une semaine, quand je l'ai parcouru, j'ai dit que Demba, par sa façon de faire et sa façon de réagir, c'est exactement ce que je retrouve dans la personnalité de Ndiawar. Beaucoup de choses ont été dites ici déjà, à la fois sur le plan littéraire et sur le plan culturel. Bien sûr, je ne reviens pas dessus, mais je suis obligé de confirmer que Ndiawar ne contredit jamais quelqu'un de façon directe et forte. Il a une discrétion pour qu'on respecte sa parole et sa pensée à lui, de telle sorte qu'on est obligé de le respecter, quelle que soit la position qu'on a. De 65, que je l'ai connu rapidement, à maintenant, mais Ndiawar a toujours été le même, calme, discret, d'une politesse extraordinaire, même dans sa tenue dans le salon. On ne trouvera jamais Ndiawar dans une position où on peut dire mais pourquoi il se comporte comme ça. Dans le bus, je crois que c'est ce qu'il a fait à un certain Ndoye. Alors, je crois que le livre, vous pourrez le parcourir. Vous ne pouvez pas faire 2 pages sans trouver la contradiction, une contradiction entre des convictions politico-sociales et l'aspect de la culture locale. Ça, je vous donne le défi. Je l'ai parcouru, presque toutes les 2 pages, une question est posée. Et cette question, c'est: il y a d'un côté une idée, une idéologie, et de l'autre côté, il y a des pratiques, qu'elles soient religieuses ou culturelles, mais qui se confrontent. Et Ndiawar laisse à chacun le soin de lui-même résoudre le problème. Et c'est ça qui est très frappant dans le livre, c'est pourquoi il est intéressant. Il ne force jamais les idées à quelqu'un. C'est à chacun de prendre sa propre conviction et de l'appliquer. Mais c'est un livre riche en culture pulaar. Je lui disais l'autre jour qu'il y a un terme qu'il a utilisé quand j'étais jeune dans ma famille, parce que je suis un Njuddu Djeri. Les parents Halpulaar, installés au Baol, je suis né à Diourbel. J'ai grandi à Diourbel. Je n'ai connu le fleuve que quand j'avais peut-être 21 ans. Mais la culture locale a été implantée par les parents. Alors je lui disais, mais il y a un mot, si je ne l'avais pas lu dans le livre, je n'aurais pas compris fondamentalement ce qu'il était. Donc vous voyez, l'aspect culturel est extrêmement important dans ce livre. C'est pourquoi nous, les Peuls, en tout cas, nous devrions le lire. Parce qu'à tous les sentiers, que ce soit dans le bus dès le début ou que ce soit à la fin, le problème est le même. Et tenez-vous bien, quand j'ai reçu le livre, j'ai lu d'abord le choc. Parce que j'ai dit, je connais Ndiawar. Peut-être qu'il a été choqué par quelque chose, c'est pourquoi il a fait un chapitre le choc. Et tous les intellectuels africains qui ont été en France ont eu un choc culturel de différence entre des attitudes et des comportements. Et il l'a décrit d'une façon tellement élégante et tellement complète que chacun s'y retrouve. En tout cas, moi, je me retrouve dans le livre. J'ai fait
le Baol, je connais bien le Sénégal jusqu'en Casamance, mais les chemins, j'allais dire, il devait dire les sentiers sinueux. Mais s'il dit le sentier, c'est parce que ça reprend une culture fondamentale de suivi au quotidien d'une vie personnelle. Enfin, je conclurai en disant que il a une famille merveilleuse. Il a une famille merveilleuse parce que c'est un homme qui connaît la culture et qui s'est éduqué. Il a une épouse qui est extraordinairement d'une famille, issue d'une grande famille et qui aussi est une femme extraordinaire. Je vous remercie. Et malgré sa fragilité apparente, c'est du temps de fer. Voilà, merci Baba. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très émue de participer à cette cérémonie aujourd'hui, mais je ne pouvais pas la quitter sans prendre la parole, simplement pour dire un grand merci à Niawar. Et je prends la parole en tant qu'épouse de Niawar. Et je pense que je peux parler au nom de toutes les amies de Awa ici présentes et aussi au nom de toutes les sœurs. Et ce merci, Niawar, c'est pour tout l'amour dont tu as couvert notre chère Awa depuis les premières approches amoureuses il y a 40 ans. Et ça n'a pas changé. Et je peux dire que ça s'est bonifié avec le temps. Et si on sait, comme on tient à Awa, comment on tient à Awa, qui est notre sœur, notre amie, à toutes et à tous, l'importance que nous lui accordons dans cette famille, de par ses qualités, nous nous réjouissons que Dieu ait favorisé votre rencontre et vous ait gardé tout au long de ce chemin sinueux, de ce sentier sinueux qu'est la vie. Malgré toutes les péripéties, malgré toutes les difficultés, tu n'as pas varié, tu l'as comblé, tu l'as aimé, tu l'as accompagné, tu l'as rassuré, et ça, on ne te remerciera jamais assez pour cela. Donc c'est ce témoignage que je voulais faire. Et te remercier aussi, bien sûr, pour cet ouvrage de haute facture. Je te disais que Senghor devait être heureux là où il se trouve, parce que dans ces temps où la grammaire était très massacrée dans notre pays, tu lui as permis de ne pas avoir regretté d'avoir été le modèle qu'il a été et d'avoir relevé ce défi d'écrire cet ouvrage d'une très haute qualité et d'une très haute facture. Et comme je te l'ai dit aussi, nous attendons avec impatience la suite, parce que tu nous as laissé sur notre faim. Et je sais que c'est comme les séries de télévisées, c'est au moment où c'est le plus passionnant que ça s'arrête. Et nous prions que la suite vienne le plus rapidement possible. Et nous prions pour toi, nous prions pour tous les deux, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Salam alaikum. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis pratiquement une espèce d'intrus à cette cérémonie parce que je ne m'étais pas préparé à y prendre la parole. Je la prends parce que Ndiawar est un jeune frère avec lequel j'ai des relations complexes et lisses à la fois. On est du même village. Je représente peut-être, sans que j'en ai eu comment dire, l'onction, la partie mauritanienne de son côté. Ndiawar, on a grandi ensemble, plutôt il a grandi avec moi, avec nous, ceux de ma génération. Les rapports complexes dont j'ai parlé tantôt, il était du fait que nos familles, en particulier mes deux grands frères, que Dieu leur âme, avaient des rapports assez compliqués avec son père. Mais dans le même temps,
Moi, j'étais l'ami de sa sœur Ndeikan, qui est décédée. Mon grand frère, qui était pourtant un adversaire politique de son père, était l'ami de sa mère. Et Ndiawar lui-même, très jeune, ne me quittait pas. On était tout le temps ensemble, malgré donc les rapports qu'il y avait entre notre famille. Donc ce sont ces rapports que j'ai qualifiés de complexes. Mais à la fois, c'était des rapports lisses. Parce que Ndiawar ne quittait pas la petite chambre que nous avions en commun chez moi quand nous revenions tous pour les vacances. Du lycée, en ce qui me concerne, passant par l'université et les grandes écoles, en ce qui le concerne, du lycée à l'université et à son école qu'il a terminé, on ne se quittait pas pendant les vacances et il était tout le temps à côté de nous. Le premier séminaire sur le Pulaar, tenu en Bagne en août 1962, il était très jeune et on les avait chargés, eux, un certain nombre d'autres. Le ministre Abdraman Touré, Feu Almami Galoya, Dat, M. Dat, le maire, Selidia, Djibissal, que Dieu ait leur âme. Donc pendant que ceux qu'on est qualifiés d'adultes, et Pounakan, et Almami Galoya, et d'autres, nous nous réunissions de nuit dans une demeure secrète jusqu'à 4 h du matin. Eux, ils assuraient l'ambiance dans une maison qui nous avait été prêtée par mon grand frère. Mes rapports avec Ndiawar, donc je ne parlerai pas du livre parce que je ne l'ai pas lu. Il m'en a parlé depuis très longtemps. Et hier, il m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il comptait procéder à la cérémonie de dédicace ce matin. Mais le livre, je ne l'ai pas lu, donc je ne parle que de l'homme. Ndiawar, c'est un jeune frère avec lequel, donc je le disais tantôt, j'ai maintenu des relations très élevées. Les Papassir, certainement en ont parlé, c'est lui qui m'a fait connaître un Papassir. Badou Kamara, c'est lui qui m'a fait connaître Badou Kamara à l'Institut du Sahel à Bamako, pendant que j'étais à la CAO. Lui-même, il est venu à plusieurs reprises rester avec moi à Ouagadougou. Les Michel Keïta du Niger, c'est lui qui me les a fait connaître également. Bien sûr, je lui ai fait connaître également un certain nombre de mes relations et de mes amis. Le livre, je ne l'ai pas lu, pas un seul mot. Mais connaissant le jeune frère que j'ai fréquenté depuis très longtemps, je ne doute pas un seul instant de la qualité, de la hauteur que devront être les témoignages ou les marqueurs de ce livre. Je salue donc le jeune frère. Quand un de nos présidents, parce qu'ils étaient contestateurs, les amis, après les avoir, comment on appelle ça, rasé la tête, et dans les garnisons militaires de Nouakchott, nous étions un certain nombre de directeurs et de cadres qui avons adressé une lettre à ce président pour lui dire qu'il commettait l'erreur de l'histoire. Et pour cela, on a été relevé de nos fonctions. Nous étions 32 ou 33. Donc le combat qu'il a initié avec d'autres, pendant qu'il était encore jeune élève, jeune universitaire, il a suivi celui que nous aussi, avec d'autres, nous avons initié à l'université de Dakar et également en France. Mais ils ont subi, eux, plus de, comment dirais-je, ils ont reçu plus de cravaches que nous, même si nous avons partagé les mêmes idéaux et les mêmes chemins. Ndiawar, je souhaite donc que le livre que tu as écrit, dont je ne connais pas une seule ligne, puisse connaître non seulement un très grand succès, mais surtout qu'il puisse aider
ceux du Fouta et d'ailleurs à comprendre la région sur laquelle tu as insisté et au cœur de laquelle se trouve l'essentiel des idées de votre livre. Nous, à l'époque, on ne disait pas Mauritanien ou Sénégalais, on disait Foutanké. Si bien qu'un certain nombre d'entre nous qui étions au lycée Faidherbe et peut-être même par la suite à l'université, jusqu'à présent, on ne parle pas bien Wolof. Et donc, le Fouta, pour nous, c'était le Fouta. Rive gauche, rive droite, sans distinction. Et je souhaite que cet esprit-là continue à travers nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Assalamu alaikum. J'ai le livre, je ne l'ai pas lu. Je l'ai entre mes mains du fait de mon épouse, sa nièce. Je crois qu'effectivement, en venant ici, se confirme ce que beaucoup ont dit de tonton Ndiawar. Il m'a informé hier en me disant c'est optionnel. Et c'est déjà ça, le témoignage de ce livre et de cette personne, comme l'a dit tonton Aziz. J'ai été formé à l'école sénégalaise. J'ai eu des professeurs Douala qui m'ont beaucoup influencé vers la connaissance de la terre. J'ai eu des professeurs Serer, un certain Farassar, qui m'avaient beaucoup impressionné. J'ai cru, en revenant de la Côte d'Ivoire, avec le droit, que j'avais tout compris du foncier en Afrique, en général. Et j'ai travaillé dans le foncier. C'est après avoir quitté l'administration, au détour d'une étude sur les modalités pratiques pour permettre aux femmes dans la vallée de pouvoir obtenir des titres fonciers, que j'ai rencontré une fois de plus mon tonton Ndiawar, qui m'a fait comprendre que si vous ne connaissiez pas, si vous ne maîtrisiez pas un texte qui a été fait depuis 4 siècles, vous ne comprenez pas l'histoire du foncier foutanké. Il me l'a envoyé, je l'ai lu, j'ai compris qu'effectivement, qu'on apprend toujours à côté d'un professeur, même s'il est ton oncle. Et j'ai dit aussi à M. Diallo, que je ne connais pas, vous avez dit tout de suite quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'étais à Ziguinchor, un beau matin, je partais à l'école, j'ai ramassé 2 pièces de 200 francs. J'avais un ami avec qui j'ai partagé ces 2 pièces, qui me disait toujours, mais vous les poulets, vous regardez toujours en bas. Mais je dis, aujourd'hui au moins, j'ai pu avoir 200 francs, je donnais 100 francs. Je l'ai dit aussi parce qu'effectivement, nous sommes soucieux de l'environnement. Ce n'est pas seulement les épines, c'est aussi parce qu'on ne veut pas marcher sur quelque chose. On nous a appris, il y a des heures, il ne faut pas marcher. On nous a appris, il y a des heures, il y a des moments, il ne faut pas verser de l'eau chaude sur la terre, parce qu'effectivement, nous sommes ensemble. On nous a appris aussi que la nuit, il ne faut pas manger à la lumière d'une lampe ou d'un feu, parce qu'il y a d'autres qui vous regardent. C'est tous ces éléments-là qui font qu'effectivement, quand j'ai compris, au détour de ce que mon oncle m'a appris, que j'ai compris que même s'il dit qu'il est un clandestin de l'écriture, à un moment déterminé, je me rappelle toujours de ce que disait un de mes amis quand on a appris l'aventure ambiguë. Je suis de la Casamance, tu es du Fouta. Hamidou Kane a écrit ce que moi, du Fouladou, je pouvais écrire, parce qu'il a écrit ce que nous tous nous avons vécu. Tonton Ndiawar, je n'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Mais je sais que déjà, Inch'Allah, avec cette trame envoyée en littéraire de Cheikh Hamidou Kane, je sais qu'effectivement où est-ce que je vais et ce que je m'intéresse. Mais je ne peux pas manquer de dire, après ce qu'elle me dit Sissoko, quand on faisait le bicentenaire de Cheikh Omar ici, qui a dit qu'on ne peut pas parler de Cheikh Omar sans parler de la Guinée, sans parler du Mali, sans parler de la Mauritanie, sans parler du Nigeria. Je crois aussi qu'on ne peut pas parler de chantiers sinueux sans qu'on puisse faire aussi une dédicace à Nouakchott. Merci mon tonton. Je remercie individuellement toutes les personnes qui ont pris la parole avec lesquelles
j'ai des relations particulières. Je remercie Dieu d'avoir ces relations particulières avec chacun d'entre vous ici présents. Et ça me fait très chaud au cœur de vous voir non seulement ici à cette cérémonie, mais surtout d'entendre les paroles élogieuses que vous avez prononcées à mon endroit. Je voudrais simplement dire que vous avez grandi ce petit roman et j'espère que ce sera un roman que nos enfants vont lire avec plaisir. Si vous avez lu avec plaisir, en tout cas c'est un plaisir que j'éprouve pour votre plaisir. Je vous remercie. Alors, un mot à l'ultime. Merci. Bon, j'ai dit à Abda, quand vous mettez expert des Nations Unies, c'est encore en église, expert indépendant. Parce que l'indépendant, là, ça coûte extrêmement cher, sur le plan national et international. Ça veut dire que c'est un mandat gratuit, pas un salarié. Donc ça me permet de parler comme je veux. Mais ça me coûte très cher. Il y a aussi Diouf, le professeur Diouf qui a dit une chose, et je voudrais revenir sur ça, parce que c'est très important. Il faut qu'on envoie un message au Mali. Oui, il faut qu'on envoie un message au Mali. On se lève effectivement pour vraiment saluer la mort de toutes les victimes. C'est très important. Et réfléchir, parce que quand même, c'est deux communautés qui se battent là. Je profite de l'occasion quand même qui m'est donnée d'être avec mes parents à Goula. Vous avez les Dogons et vous avez les Peuls. Moi j'étais à Mopti, c'est quand j'ai quitté d'ailleurs que les gens ont fait exploser le camp militaire. Bon. Les Dogons ont vécu pendant 5 siècles avec les Peuls sans problème. Et ils avaient mis en place même un système de régulation de la violence. Et ils l'ont géré ensemble. Et les Dogons parlent Peul. C'est là-bas. Et c'est quand j'ai été dans le Massina, j'ai discuté avec effectivement la communauté de police, eux qui m'ont raconté ça. Plus tard, j'ai vu vraiment un enfant du Dogon qui me dit, mais cette histoire-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on ne pourra plus s'entendre. Je lui ai dit non, on ne peut pas dire qu'on ne plus. Alors, nous avons comme l'impression que ça ne nous regarde pas dans cette sous-région, c'est ça. Vous avez Capitaine Poula. Je peux faire confiance, je peux confiance, je suis en contact avec Capitaine Poula, sur le plan national, sur le plan international. Des moments, ils mettent de l'huile dans le feu. Il me semble que c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'on puisse vraiment donner notre contribution pour voir si on peut éteindre le feu. Parce que maintenant, ça déborde du côté du Niger, ça déborde du côté du Burkina Faso. Et le Burkina, vraiment, c'est le ventre lourd aujourd'hui. Donc, tout simplement pour dire comme dit le doyen, on se lève, on envoie un message pour dire vraiment, on se lève toutes les victimes du Mali. Une minute. Je vous remercie. Merci beaucoup, Présidentine. On peut donc dire que cette matinée est bénie, ne serait-ce que pour cette minute qui lance un message. J'espère que Abda va faire le coaching nécessaire pour que les médias s'en fassent le relais. J'ai dit Abda parce que c'est le moment de lui rendre hommage. Il a été... Non, j'y arrive. J'y arrive. J'ai été témoin un peu de toutes les démarches qu'il a effectuées. Et comme à l'ultime, c'est lui qui m'a instruit d'être présent et de jouer au modérateur. J'en ai été tellement heureux que, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure,
le témoignage que j'ai fait sur l'impact que tonton Diawar a eu à son insu sur ma petite vie. Mais Abda est un garçon engagé et sur plusieurs fronts. Et ce moment est aussi le moment pour les grands frères de lui dire fonce, you are on the right track. Au moment de conclure cette matinée, tout le monde a dit, tonton, qu'il fallait continuer. Parce que tout le monde sait que tu as énormément de choses à dire et à donner. Et le temps ne permet plus à nous autres de venir t'aider à raison des distances, en raison du fait que nous tous nous sommes pris dans les nasses de la vie et qui font qu'on n'a plus, comme avant en Afrique, le plaisir de se retrouver à côté de ses parents et grands-parents pour entendre la sagesse, pour entendre les mots qui corrigent nos erreurs qui sont nombreuses. Je pense que c'est au-delà de tout, cette cérémonie de dédicace a été une belle réunion de famille. Mais ça, on te le doit. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui fédèrent, il y a des personnes qui sont magiques, et tu en fais partie. C'est dommage que nos deux pays n'aient pas autant profité de tout ce que tu peux apporter, mais il n'est pas trop tard, puisque les bains de jouvence existent et que nos pays ont besoin en ce moment-ci de leur histoire de sagesse. J'espère que nous aurons tous le réflexe qu'il faut pour retourner vers les sources impérissables de notre sagesse, et c'est ce que l'on voit en cheminant sur ce sentier sinueux. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, s'il y en a encore, on prie que l'année prochaine, elle ne le soit plus. Nous vous remercions de votre aimable attention.